dire que jusqu'à maintenant, on est dans la guerre de l'usure. On a Chelios qui joue sur une jambe et c'est la même chose pour Michel Goulet. On a été sur un suspense depuis le début de l'année. Le championnat a été de même décidé que dans les derniers matchs, eh bien, on est rendu à une période. Alors voilà, Nahlen est là avec Carbonneau et Guéné au départ. Devant les deux, Stachny et Côté. 2-2 la marque. C'est la troisième période qui commence. Les Nordiques avaient toute une machine de hockey dans ce temps-là. Les Canadiens, ça allait vraiment pas bien depuis une couple d'années. Dans notre tête, les Canadiens, on savait qu'on pouvait les battre si on jouait de la manière qu'il faut. Si tu veux gagner, puis bon, oui, mais eux autres, c'était vraiment, là, on va prendre notre revanche. Les Canadiens et les Nordiques se rencontrent pour la troisième fois en séries éliminatoires. En 1982, c'est Dale Hunter qui avait marqué le but vainqueur en prolongation pour donner une victoire de 3-2 aux Nordiques. L'an dernier, le tricolore avait rendu la politesse aux Québécois et Steve Shutt avait été une des vedettes du match. Les Canadiens gagnaient la série 4-2 et le match 5-3. Plusieurs joueurs des deux équipes sont arrivés très tôt au Forum et même s'ils ne veulent pas l'admettre, la tension est très forte. Il n'y aura pas de lendemain pour certains d'entre eux. En direct du Forum de Montréal, la soirée du hockey vous présente le 7e et dernier match de la finale de la division Adams. À la ligne bleue, Moller. C'est bloqué à la défense par Guéné. Voilà la contre-attaque aussitôt. Guéné qui file hors l'aile à nouveau. Et qui va tirer au but, c'est bloqué. Et le retour est aussitôt saisi par Peter Stachny. Il arrive à l'aile droite devant Ludwig. Tire du revers, c'est bloqué. L'ambiance des séries éliminatoires puis de la saison régulière, c'est pas du tout la même chose. Tu le vois que le feeling des joueurs n'est pas pareil. Et Guéné qui tire et qui rate le Les séries du 85, ça a été toute une série. C'est intense. Surtout le 7e match à Montréal, quand tu fais les séries éliminatoires, les attentes, c'est de gagner la Coupe cette année, ni plus ni moins. On avait une bonne saison. Puis moi, personnellement, j'avais une très bonne saison. Moi, je chantais là, qu'on pouvait aller jusqu'au bout. 2-2, ça s'est terminé en troisième période. C'est pourquoi on est en prolongation et on est à 2 minutes et 11 secondes. Carbonneau devant Peter Stachny, gagné par les Nordiques. Et le but marqué par Peter Stachny. Ce but-là, ben, quand il est arrivé, ben là, c'est sûr que tout s'écroule. Tu viens de perdre la série, là. C'est terminé, ta saison est à terre, là. Le but de la victoire à 2 minutes et 22 secondes. C'est les Nordiques qui ont comme éteint la foule du Forum. T'sais, c'est tellement beau, c'est un groupe de joueurs qui bat non seulement l'adversaire, mais le stade au complet. Là. C'est comme si on retire l'air du stade. Là. Le silence qui se fait, c'est extraordinaire. Québec a gagné la bataille du hockey. Peter Stachny a réussi à briser les rêves des Canadiens. Beating your fiercest rival at home in Game 7 and in overtime. I mean, what else could be better? Donc, les Nordiques en finale de conférence pour la première fois de l'histoire des Nordiques. Au-delà de la victoire, c'était une plus grosse victoire encore de montrer qu'on était capable de battre les Canadiens de Montréal. C'était une fierté sans limite, je pense, pour les gens de Québec, de montrer justement aux gens de Montréal qui Québec a souvent été le petit village, puis des fois, les gens ont encore tendance à penser ça, mais là, c'est l'occasion pour nous de montrer qu'on était à la hauteur puis qu'on était capable de compétitionner. Moi, je suis à la base un partisan des Canadiens. Mais quand je me suis retrouvé dans une période où les Canadiens gagnaient moins, ça a donné que je me suis retrouvé à Québec. Il y a eu des merveilleuses années où les Nordiques sont venus prendre la place, un peu dans mon cœur, que les Canadiens occupaient. C'est une honte, parce que j'ai perdu ma gageure. Ouais, alors qu'est-ce que vous allez faire? J'étais obligé de me promener dans la rue avec les magnons des Nordiques. Samedi matin, jamais! Lui aussi! L'identité à Québec, elle est vraiment là, c'est-à-dire de dire, wow, on est capable d'avoir une équipe qui n'est pas les Canadiens de Montréal, qui n'est pas la ville
qui est à l'autre bout de la baie, qui n'est pas nous. Alors, les Nordiques ont été ça. Les gens s'identifiaient à leur équipe. C'était quelque chose d'important. Puis on pouvait les croiser aussi dans des lieux publics, ces joueurs-là. C'était des mononcles, c'était des gars de chez nous, c'était nos cousins, nos oncles. Jean-Marc Pichette, le père à des Pichettes, il y avait le dépanneur Thibodeau sur le quartier à Québec, on le voyait à tous les jours. Il faisait partie de nous autres, cette équipe-là. Il faut de ça le crédit à notre équipe d'être devenue une espèce d'emblème de l'identité québécoise. Qu'est-ce qu'on avait? On était de couleur bleue. On avait le fleur de lys. On avait des Québécois qui se reconnaissaient dans notre club. On avait le français au Colisée. Une direction francophone, la première de l'histoire dans les deux Amériques d'une franchise de sport professionnel. C'est la première fois. C'est incroyable que la capitale d'une nation qui est toujours en danger puisse compter sur un instrument comme les Nordiques de Québec pour pouvoir parler du français. T'sais, les Canadiens ont fait beaucoup pour le Québec aussi, dans un autre niveau. Mais c'est évident que les Nordiques ont été un outil d'affirmation inespéré. Eh bien, la Sainte Flanelle, comme on l'appelle, les Canadiens de Montréal perdent une grosse mère. Guy Lafleur prend sa retraite. Certains s'y attendaient, d'autres ont été surpris. Guy Lafleur a 33 ans. Il est avec les Canadiens de Montréal depuis 14 ans. Avec 518 buts, 1246 points et cette manière bien personnelle d'évoluer sur la glace, il était devenu une idole. Cette année, tombé dans une léthargie que tout le monde connaît, puis c'est là que j'ai décidé de prendre le week-end, puis d'en parler. Sérieusement avec ma famille. Je vois pas souvent avec la mère, puis j'avais été voir Serge, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, au salaire que vous me payez, oui, sur le banc, c'est ridicule, échangez-moi, au lieu de me rendre malheureux, puis de rendre ma famille malheureuse, je lui ai dit, échangez-moi. Ah, on peut pas faire ça, tu fais partie des meubles, puis pourquoi tu vas pas t'asseoir avec la mère, J'ai dit, OK, je vais aller m'asseoir avec la mère. La mère dit, écoute, il dit, asseoir, il dit, je vais te faire jouer sur 2 trios, je vais te faire jouer sur power play. J'espère que tu vas être prête parce que tu vas jouer à ton goût. J'ai dit, continue-moi que je vais être là. Les Nordiques sont au Forum de Montréal. Ils mènent 3-2. Puis ça prend un but aux Canadiens. Puis là, on avance tard en 3e période. Puis c'est Lemaire qui coach. Puis c'est Guy Lafleur qui est au banc. Puis là, le monde commence à crier « Guy, Guy, Guy », parce que tu sais que Guy, dans ce temps-là, il était dans une léthargie. Mais Guy, c'est un frappeur de coup de circuit. Ça n'en prend qu'un coup de circuit pour faire gagner un match. J'ai joué, je pense, 4 minutes, 5 minutes dans le game. Alors, après le match, je suis rentré dans le bureau de Jacques Lemaire. Je voulais savoir pourquoi il n'avait pas utilisé Guy Lafleur. Il m'avait dit, viens ici, moi, te le dire. Moi. Il part en vidéo, puis il nous a montré déjà tous les endroits où Guy Lafleur passait en périphérie, n'allait pas dans le coin de la patinoire, se tenait loin, n'allait jamais devant le filet. Il a dit, Guy est tanné de souffrir. Mais s'il y va pas, je peux pas l'utiliser. Je savais qu'il était pour m'échanger. Je savais qu'il savait que j'étais pour prendre la décision. Tant qu'à me rendre malheureux, puis, il dit non. Il dit, moi, là... C'est la fin, je pense, des grandes vedettes québécoises, canadiennes, françaises. Il y a eu Maurice Richard, il y a eu Béliveau. Lafleur était de la même stature. Avant même mon temps de petit gars, il y avait un Canadien français qui faisait flamber l'imagination de tout le monde au Québec. Ah là, il n'y en a plus, là. Il s'en va parce qu'il n'est plus capable. Et le reste du Québec ressent ce que Guy ressent à ce moment-là, c'est-à-dire une forme de trahison. C'est la fin d'un cycle pour les Canadiens, pour les partisans, c'est le doute. Guy est parti, qui va prendre sa place? Maurice Fillon, les Nordiques de Québec viennent de connaître leur meilleur début de saison dans la Ligue nationale. On peut même rêver de Coupe Stanley. C'est évident, c'est un début de saison merveilleux. Il n'y a personne qui l'a écrit sur papier, mais c'est sûr que ça a eu un impact. Peu importe le territoire que le Canadien avait auparavant, il était coupé
peut-être pas en deux, là, mais il était coupé à quelque part. C'était pas 100% de la population qui était pour le Canadien, mais non, on avait une portion qui était pour les Nordiques. Je pense que ça a certainement amené l'organisation à regarder si on était capable d'amener plus de Québécois, c'est sûr. Ronald m'a jamais dit qu'il faut avoir plus de francophones sur l'équipe. Il m'a pas donné ce mandat-là directement. C'est moi qui ai décidé de faire ça. Mon plan de match, moi, c'était d'aller chercher l'identité dans la Ligue junior majeure du Québec. Ça, c'était déjà une première étape. Puis tant mieux si les joueurs sont meilleurs. J'ai l'intention de baisser mon poids un peu pour améliorer ma mobilité, étant donné que la Ligue nationale est beaucoup plus rapide que la Ligue junior majeure du Québec. Et puis, je vais travailler fort pour donner tout ce que je peux et gagner mon poste dès l'an prochain avec le Canadien de Montréal. Tout le monde dans la Ligue nationale regardait la Ligue junior majeure du Québec comme une ligne inférieure. Et ça me donnait un avantage marqué. Claude Lemieux, là, qui a passé 27 ou 28e là, quand je l'ai repêché, là, s'il avait évolué à Toronto, il aurait passé dans la première ronde. Les dépisteurs du Québec ne mettaient pas leur job on the line. Puis là, ils laissaient faire le dépisteur qui avait le plus d'influence, qui était l'influence de l'Ouest, là. Puis lui, il repêchait ses boys. Pour ce qui concerne les Nordiques de Québec, Trevor Steinberg de Guelph a été repêché au 15e rang et Jeff Brown de Sudbury au 36e. Trevor Steinberg, Max Middendorf, David Lada, Jason Lafrenière, Kenny McRae. Pendant que nous autres, on repêchait des gars de l'Ouest puis de l'Ontario, là, les Canadiens repêchaient Claude Lemieux, Sergio Momasso, Stéphane Richer, Patrick Roy. J'en revenais pas. After 2 years of coaching the Montreal Canadiens, Jacques Lemaire announced his resignation today. He's stepping down after successfully reviving a struggling Canadiens team and bringing respectability back to the organization. Although the Canadian organization would have liked Lemaire to continue, they were not surprised by his announcement. When he replaced Bob Berry, he told me at that time he didn't want to take it, first of all, and after that he said it's only to finish the year. Mais Jacques, c'est pas qu'il voulait pas. Il en faisait une maladie d'avoir à faire une mini-conférence de presse à chaque jour. Il y avait là, du rash, des gales partout sur le corps, partout là, de nervosité. Cette année-là, il dit Jean Perron est prêt. I think that he's the man that is ready to jump in, and he's the type of guy that always wanted to coach. Ah non! J'ai dit, moi, je suis pas prêt à coacher ça. J'ai dit, moi, là, je veux, toi, Jacques Lemaire, que tu restes une autre année. Moi, je vais être en arrière du banc avec toi. Je veux voir comment tu fonctionnes en arrière du banc. Jacques voulait rien savoir. Il dit, ma décision est prise. Tu chantes bien plus. On ne pense jamais qu'un jour, on peut avoir la chance de diriger les Canadiens de Montréal. Et personnellement, c'est un rêve qui se réalise. Maintenant, il ne faut absolument pas que je rate le coup. Et je pense pas que je vais manquer mon coup, puisque j'ai des bonnes personnes qui vont m'aider tout de même. Précédemment son arrivée dans l'organisation du Canadien, Perron s'était joint au programme de l'équipe olympique canadienne de hockey en qualité d'adjoint à Dave King. La série de succès que Jean Perron a connue avec les Aigles Bleus de l'Université de Moncton a certes contribué au fait qu'il soit devenu ces dernières années un entraîneur de plus en plus convoité par les équipes professionnelles. Perron devient donc le 20e entraîneur dans l'histoire du Canadien et le 4e au cours des 5 dernières années. Le Canadien commence 85-86 avec 8 recrues. Dans sa formation, c'est pas mal du jamais vu. Il y a des bons jeunes joueurs qui s'en viennent, là, mais on les connaît pas. On se demande c'est quoi ce club-là. Le coach, on sait pas trop où ça s'en va. On n'est pas trop optimiste. C'est une saison de grands questionnements. Steve Penny, Doug Sotart, and rookie Patrick Roy aren't making coach Jean Perron's job any easier. With 3 solid goalies, which one should he start? En 86, Patrick est arrivé, Doug Sotart était là. Fait qu'on a commencé à 3. Mais moi, j'ai été blessé au camp d'entraînement. En partant, Jean Perron prend une décision qui n'est pas super populaire. Le Canadien ouvre sa saison cette année-là à Pittsburgh. Qui est devant le filet? Patrick Roy. J'ai des vétérans qui regardent ça. Voyons donc. Comment ça, Patrick Roy devant le filet pour commencer la saison? First time I saw Patrick, skinny little kid,
I didn't know that much about what kind of a goaltender he was, and I didn't know what he did down in the American League. C'est Anderson qui attaque avec Campbell. Campbell lance, c'est con! À nouveau, le gardien Roy s'était compromis sur la patinoire. Très rapidement. Le filet avait été abandonné devant la chute de Patrick Roy qui se trouvait couché. Ça commence de même. Jean Perron, on remet ses décisions en doute. Les vétérans regardent, les Gainey, les Robinson, ne comprennent pas trop où il s'en va. Et là, ça donne le ton un petit peu, parce que ça dure, là. Une partie de l'équipe qui ne voulait plus jouer pour lui. Puis c'était rendu, là, ça allait très mal. Alors j'ai réuni une douzaine de joueurs les plus âgés. Ils étaient tous réunis, puis je leur ai expliqué que je ne le mettais pas dehors avant la fin de l'année. C'est à vous autres de décider, est-ce que vous allez continuer à jouer ou vous voulez arrêter de jouer? L'ancien des Rangers, Shannon en territoire du Canadien, la belle passe à Goulet, et le but! Marqué par Steve Patrick. Très belle pièce de jeu de Michel Goulet. 85-86, c'est probablement la meilleure édition des Nordiques dans leur histoire, d'après moi. Là. Goulet lance du poignet court! Il a enfilé l'aiguille pour son 49e but de la saison. Se dirige vers une 4e saison consécutive de 50. Et voyez avec quelle facilité. They had some good players. I mean, some really good players. And players who could skate with the Canadians and who had the skill of Canadians players. They were really well matched up. And they may have been, for a few of those years, more talented than the Canadians were. On a eu une saison extraordinaire, extraordinaire. On a terminé premier. Peter Stastny a connu une saison incroyable. 120 points, Gou avait compté pas loin de 60. Leur premier championnat de division, en fait, les Nordiques l'ont surtout mérité dans les matchs intra-division, où ils ont été sans pitié pour le Canadien et les Bruins, notamment. Fini premier dans la division, on avait un bon club, on faisait loin, là. La foule du Colisée a été choyée hier. Grâce à la magie du cinéma, des milliers de spectateurs se sont tour à tour défoulés contre les porte-couleurs des Blackhawks, les Canadiens et les Big Bad Bruins. Ce soir, que vous soyez un fan des Nordiques ou du Canadien de Montréal, on peut parier que vous serez surtout un partisan du National. Go, go, go! Ça fait une vingtaine ici dedans. M'en garder un, peut-être deux. Pierre Lambert, moi, il a influencé beaucoup de gens. Hey, tu joueras pas dans cette ligue-là longtemps si tu gardes pas tes tours. On est payé pour gagner des games de hockey. Ça fait qu'oublier Couture. On peut rien pour lui. Win! Le premier scénario, il était écrit, ça s'appelait le National de Montréal. Ça devait être le Canadien, sauf que dans les négociations, ça marchait pas, mais pas en tout. À un moment donné, Marcel m'a appelé, il dit « Hey, Jean, s'ils te font chier, là, on va t'arranger ça vite, moi, là. Pierre Lambert, dans un beau chandail bleu, t'aimerais pas ça? » Pierre Lambert! Bon, j'ai dit « Hey, ça veut dire pour aller tourner à Québec, là, c'est... » Marcel, ça n'a pas été long, il dit « Tu vas voir le Colisée gratis, t'as toi. C'est que tu veux, c'est que t'as besoin de plus. OK, c'est fait. » Ça a pris un lunch au Ritz, puis mettons que tout était pas mal réglé. En quelque part, là, c'était mieux que ça s'en aille à Québec, de mon point de vue à moi. Ça m'a pas surpris que le Canadien dise non après avoir lu les textes, puisque ça allait vraiment à l'intérieur de l'équipe. Tu sais, c'était le inside du hockey, c'était ça, la série, là. Ouais, donne-les ton show. Ça me surprenait pas que le Canadien soit un peu frileux. Le fait que ça aille à Québec, puis de la façon qu'on a été reçus, puis tout ça, il y a eu une espèce de liberté que je pense qu'il n'y aurait jamais existé à Montréal. Régent Tremblay, succinctement, Lance et Compte, ça parle de quoi? C'est une télésérie de 13 heures qui raconte l'histoire de Pierre Lambert. C'est un jeune homme de 20 ans de Trois-Rivières qui est repêché par le National de Québec de la Ligue nationale ou l'équivalent. Et ça raconte toute sa première saison, ses relations avec son agent, avec sa famille, avec la pression d'un monde. C'est pratiquement le monde des héros aujourd'hui, le monde du hockey professionnel.
On a une série, évidemment, qui est de la fiction, mais fortement basée sur des éléments de réalité. C'était vraiment l'idée de montrer un petit peu l'arrière-scène d'un sport que l'on pensait connaître, mais peut-être qu'on connaissait pas tant, finalement. Pour Nicole, ça doit pas être toujours facile. Hey, laisse ma femme tranquille, OK? C'est sûr qu'il y a des personnages dans Lancez compte que les gens... Dévoile pas de nom. Exactement. Qui a pris comme exemple. Tu t'en es tiré, OK, là-dessus, là. T'as pas l'affaire à faire une passe en arrière de toi quand t'es pas sûr de ton homme. T'aurais pu leur donner un échappé. C'est du stuff de junior, ça. Yvan Ponton assistait aux conférences de presse. Il s'habillait comme moi, même. La série, là, ça proche de la réalité, là, à un moment donné. Je pense que l'auteur avait des hints. Ils sont pas gênés, j'en ai vu d'autres. Linda Hébert, la seule chroniqueuse de hockey au Canada. Pierre Lambert, joueur de hockey. J'ai tout vécu ça. J'ai vécu l'émotion d'après une Coupe Stanley. Je suis dans le vestiaire, puis je les attends. Un but, deux passes. Puis je me souviens de ta réaction. Puis je sais pas si toi, Régent, tu t'en rappelles. Genre... C'est que tu fais là, Calvaire? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais? Parce qu'elle en prenait une qui rentre, là, vraiment, là, tu sais. C'était des boys, really boys club, là. Donnez ouvre la porte aux journalistes. Que nos vedettes donnent le show. Moi, j'avais fait beaucoup de hockey jeune. La seule façon que je pouvais faire partie de la Ligue nationale, c'était vraiment par la fiction. Moi, je suis un partisan dans la vie du Canadien depuis toujours, mais j'étais pas là pour être partisan du Canadien ou partisan des Nordiques. J'étais là pour jouer le personnage qu'on m'offrait de jouer. C'est aussi bon que je te l'avais dit, lui. Hein? Le fait qu'on tourne à Québec, dans les lieux même, on a arrêté de tourner parce que les Nordiques s'entraînaient. Qu'on était vraiment dans une ambiance de hockey. Ouais, rien de trop beau pour la classe ouvrière. Première mise au jeu de la saison, Pierre Lambert, ça t'a surpris? C'est la plus belle histoire de notre peuple, le hockey. T'sais, si tu veux raconter une histoire et tu veux toucher aux Québécois, et pas juste francophones, le hockey, ça rejoignait tout le monde. T'sais, mes voisins portugais, mes chums haïtiens, t'es rassembleur, là. L'année passée, vous avez eu toutes les misères du monde à finir en deuxième position. Cette année, ça nous prend la première place puis la coupe, rien de moins. Mon père est né au Brésil. Ma mère est marocaine. Je suis né au Maroc. C'est vraiment les Canadiens de Montréal, le hockey, qui m'a accroché parce que là, je pouvais m'identifier, je pouvais être comme les autres parce que j'aimais le Canadien de Montréal. J'étais pas comme Templeton, le batailleur, mais j'avais un côté chez moi qui pouvait comprendre ce personnage-là. Are you okay, Top Cat? Peut-être que je me trompe. Cette série-là n'aurait pas eu le succès si on avait été le National de Montréal. Elle n'aurait pas eu le succès qu'on a connu. Parce qu'on a été accueillis à Québec, les bras ouverts par Marcel Aubu, l'organisation. Parce qu'on a rempli le Colisée, ce qu'on n'aurait probablement pas réussi à faire avec le Forum. Ils nous ont ouvert le vestiaire. Michel Bergeron et tous les joueurs nous ont accueillis. Ils nous ont permis d'avoir la Coupe Stanley en 2 périodes. Je ne sais pas si ça aurait été possible avec la mentalité et la culture d'entreprise du Canadien de Montréal. La scène, c'est qu'on tourne quand le National gagne la Coupe Stanley. Entre 2 périodes d'une vraie joute des Nordiques. On est en 1986, au printemps, avant les séries, et les Nordiques peuvent rêver à la Coupe Stanley parce qu'ils sont très bons cette année-là, puis ils sont très compétitifs. Ça se peut qu'ils gagnent la Coupe Stanley. Ils sont même plus favoris que le Canadien. Alors, ils s'en vont dans leur vestiaire et nous, on rentre et là, on tourne la scène et là, c'est l'hystérie, mais vraiment. Quand les partisans de Québec qui étaient au Colisée voient la Coupe Stanley, puis qu'on s'échange la Coupe Stanley, tu sais, c'est un fantasme épouvantable. Là, les gens se disent, écoute, c'est ça qui va arriver. C'est l'hystérie dans le Colisée. Tout est extraordinaire, sauf que les joueurs des Nordiques, eux autres, ils aiment pas ça. On voulait tous des photos avec la Coupe Stanley, avec le chandail du National. Certains joueurs ont été frustrés que les Nordiques permettent qu'on sorte la Coupe. Les joueurs de hockey sont très superstitieux. Ils veulent pas voir la Coupe, veulent pas entendre parler de la Coupe avant de la gagner. Ils veulent rien savoir de ça. Je suis superstitieux un petit peu dans ça, là, mais de voir la coupe avant de l'avoir gagnée, j'ai pas sorti dans le corridor. Il amène la coupe Stanley, se promène. Je dis, qu'est-ce que t'as à part là? Moi, je suis malade de superstition.
Ça, c'est une affaire de motiver l'autre équipe. C'est une équipe championne que nous avons. Les Nordiques sont très confiants et je ne serais même pas surpris que ce soit très rapide en 3 parties, cette première série. Premier match, 3 de 5. Je pense qu'on a 54 lancés. Je pense que Michel Goulet, 16 lancés. On a perdu le match 3-2 en overtime. Le lendemain, on se fait battre. Tu sais, encore une fois, on avait dominé là, les shots et tout. Là, tu t'en vas, t'es 0-2, tu t'en vas à Hartford. Calique. Moralement, on est démolis. Eux autres sont gonflés à bloc. À Hartford, là, on n'a pas de show-puck. J'en revenais pas. On pensait Coupe Stanley, on pensait d'aller loin, là. On avait une bonne équipe. Mais c'est ça, des séries 3 de 5, là, ça, c'est mortel, ça. Est-ce que lancer contre vous a porté malheur? Je sais pas, je penserais pas, mais ça a été la plus triste année des Nordiques de Québec. Bonsoir, mesdames, messieurs. Dans les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, ce soir à Boston, un joueur à caractère défensif, Bob Gainey, a aidé les Canadiens à éliminer les Bruins. C'est la première victoire en série pour l'entraîneur Jean Perron qu'il méritait bien. Prochain rendez-vous, c'est contre les Whalers d'Hartford. Side of the net, and bodies all over the place. Here's Lemieux with a shot. Score! Now, yes, did! The Canadiens have won it! Son 6e des séries, compté par le numéro 32, Claude Lemieux. Lemieux has become the goal-scoring hero for Montreal in the playoffs. Here's a shot and a nice glove save by Patrick Roy. Right in front of the net. Oh, what a save by Roy. Another shot. Roy stopped it. A scramble, Roy down. How can he keep that puck out? 4 games. The rookie in the nets, the Canadians have allowed the opposition only 5 goals. That kid right there, number 33, Patrick Roy, with a lot of help. 20-year-old Patrick Roy from Quebec City wasn't even expected to be the goalie in this series. But the very first night of the playoffs, he was named first star. Patrick Roy. Je devais jouer les séries en 86. Je me souviens qu'un des derniers matchs de la saison régulière, Perron me fait venir dans sa chambre. Là, il me dit, écoute, il dit, Steve, je sais que ça n'a pas été facile pour toi cette année, mais il dit, on n'a pas le choix, on va y aller avec toi dans les séries. T'es le seul qui a l'expérience. Fait que je jouais à Saint-Louis, je me suis fait blesser vers la fin du match. Je me suis fait blesser un genou, alors là, c'est là qu'ils ont décidé d'y aller avec Patrick. Puis bon, tu sais, j'ai fait sa carrière, dans le fond. La série contre les Rangers, il y a peu de choses dont on se souvient, mais il y a une chose qu'on va se souvenir, je pense, longtemps, c'est le match 3. C'est le premier de la série à Madison Square Garden. Et c'est probablement Patrick Roy, ce soir-là, qui écrit sa légende. When have you ever seen a young kid like that just step in and he hadn't played that many games and all of a sudden now he's playing on the biggest stage ever? Lost it. Backhander stop. Rebound stop by Roy. Wow, big save. I saw a hard-working kid with a heck of a lot of talent. Trouble. Here's the first stop coming from the left side. There's the puck being batted out right to Melnick, and he drills it back in. The second save on the sequence. The third save. It's passed wide as he makes... Ça se retrouve en prolongation. Je pense qu'à un moment donné, les Rangers ont 13 lancés à 0. La période de prolongation en entier se passe dans le territoire du Canadien. Patrick Roy est sur le dos, il est sa tête, il est ses épaules, ses genoux, il arrête absolument tout. Rangers win it. It's a line in to Laidlaw. He shoots. It's deflected. Oh, what a save. And it's stopped. Allison centered. Save Roy. Miller cuts in. Save Roy. And he covers. Stop. Carrying on with a shot. Miller is going in. He has a break. Now going for the net. And Patrick Roy stopped him. Patrick Roy, ce soir-là, est absolument impérial. 47 shots on goal for the Rangers. 13 here in overtime. À un moment donné, il y a une mise en jeu. Le Canadien part et c'est Claude Lemieux qui bat John Van Beesbrook pour le but gagnant. Unbelievable performance by Patrick Roy. Le début pour moi de la légende de Patrick Roy, ça commence vraiment ce soir-là. On oublie qu'avant, ça a été plus difficile, mais les séries, c'est là que Patrick Roy écrit les premières mesures de sa symphonie. It's probably one of the finest goalie exhibitions I've seen, and I've seen quite a few. The Canadians haven't been in the final since 1979. For the first time in 7 years, their fans have something to celebrate. And they're convinced the winning tradition has returned. On va travailler très fort
donner aux gens de Montréal une autre Coupe Stanley, ce serait bien le fun. Larry Robinson, qui était expressif, il disait « Préparez-vous, on est proche. » Puis Bobby Smith qui disait tout le temps « Moi, je l'ai manqué, puis je vais le regretter toute ma vie. Mais là, maintenant que je suis sur le bord de la gagner, c'est bien de valeur, je vais tout donner, que c'est ça que j'ai donné ici. » Quand on arrive en finale contre les Flames, on sent que le rêve est possible. Ben écoute, ça se finit match 5 à Calgary. Chelios du revers touche McInnes. McInnes, son dégagement est arrêté par Smith, plaqué par Bozak. Maintenant Neslund qui intervient aux prises avec Bradley, la passe à Lemieux. Et le tir et le but! Gingras qui a quitté son poste de défenseur. Crowd alive now as Poplinski takes the bump, but still manages to control it. Now he's tied up in the corner. Out front! Là, c'est Strudlin. Le relais à Lemieux d'une main à McPhee. Le tir, il a touché le but! Réussi par Brian Strudlin. Ce printemps-là, tout fonctionne. Il y a absolument tout qui fonctionne. Rondelle reprise par Bailey, la belle passe à Jean Perron, rentrait un gars dans la formation. C'est ce gars-là qui marquait un but. Neslund à Smith, le tir Puis ça se finit encore avec Patrick Roy, dans la dernière minute, qui vole peut-être 2 buts des Flames de Calgary, le Canadien qui mène par 1. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley, encore une fois, grâce aux arrêts importants, aux grands moments de Patrick Roy. Stanley pour les Canadiens, le 23e de l'histoire, et ils battent un record du sport professionnel. Ils battent le record des Yankees de New York. Ils ont gagné parce qu'il y avait un gardien de but incroyable, une défense très solide, puis il y avait du chien. Ils ont gagné sur le chien. Qui aurait pu s'attendre à ce que les Canadiens remportent cette année, et cette année surtout avec toutes leurs recrues, cette fameuse coupe? C'est une Coupe Stanley probablement la plus inattendue dans l'histoire de l'équipe. Si tu étais là, si tu l'as vécu, c'est magique. Là. Patrick Roy, à 86, j'insiste, là, il y a seulement 20 ans, lui. Et Patrick Roy, à 20 ans, non seulement gagne la Coupe Stanley, gagne le Conn Smythe aussi, qui est remis au joueur le plus utile des séries. Valuable player this year's playoffs. Ce trophée-là, je veux dire, t'aurais pu mettre les 20 noms de notre équipe dans un chapeau, puis t'aurais sorti un nom, puis tu ne serais jamais trompé. Les gars ont joué des séries là, extraordinaires. Puis disons, pour moi, là, c'est pas ce qui avait le plus important. Je veux dire, pour moi, c'est la série sur le Sunday. Pour moi, les séries de 86 se résument beaucoup à 2 noms. Patrick Roy, évidemment, et Claude Lemieux. Il marque vraiment des buts importants ce printemps-là. 4 buts victorieux. C'est une fin de saison presque incroyable pour toi. Ah, ça a été fantastique de me joindre ici à l'équipe pour les séries éliminatoires. Puis, de la façon que ça a été fantastique. J'ai eu des buts en surtemps, j'ai eu des buts gagnants. Alors, j'ai fait tout mon possible pour aider l'équipe. Je suis vraiment le gars le plus heureux du monde. You know, when you think 2 rookies, Patrick and Claude, they come 1-2 in the Conn Smythe. Claude Lemieux had as much to do with us winning the Stanley Cup as Patrick did. Just imagine going down St. Catherine Street with, I don't know, 1 million people. I mean, you're like a king. You're a celebrity going down there. It was terrific. I mean, and so when you won one, you wanted to win another one just to be in the parade. Ça a été l'euphorie pour tout l'été, hein? La première fois que la Coupe Stanley s'est promenée, c'était en 86. J'avais demandé à la Ligue d'avoir la Coupe, de se promener. Puis je l'ai amenée dans des usines. Il y en avait 400 personnes de mes yeux pour luncher avec la Coupe Stanley. T'as joué à ça, la fête au village, là? C'est incroyable. Là, tu te mets à la place des partisans des Nordiques qui viennent de mettre leur drapeau de champion de division le 1er avril, puis qui regardent. Ça devait être très, très fâchant si t'étais pas un partisan du Canadien. Mais si t'étais un partisan du Canadien, ben, ça a été un printemps magique. Avec des arbitres qui seront dorénavant plus sévères, Perron croit que les Nordiques devront modifier leur style. Les Nordiques, selon les statistiques de la Ligue nationale, prennent plus de punitions que les autres équipes dans la Ligue. C'est quelque chose que moi, je constate comme tous les amateurs de hockey. Every game we play here, every series we play here, it's a joke.
situation. J'ai dirigé 4 séries contre le Canadien. C'est 4 finales de Coupe Stanley, ça. Il y en a qui vont rire de ça, mais c'est ça. La tension, la pression, l'importance. On n'aide certainement pas sa propre cause en s'attaquant aux arbitres. Il arrivait tout le temps des affaires. On a l'impression que ça se passait tout le temps au Forum. Le Vendredi Saint, c'est au Forum. Le but d'Alain Côté, c'est au Forum. Mais c'était le Canadien. Tu sais, le Canadien, c'est une dynastie. Quand tu dis dynastie, c'est dans tout. C'est dans tout. Tes portes d'entrée sont meilleures. Tu sais à qui parler. Bergie doit parler encore de la grosse machine rouge, là, puis que le Canadien contrôle la Ligue. Il aime ça parler de ça. La prestance, la Sainte-Flanelle et tout ça, les gens de Québec, là, on a toujours eu l'impression qu'à quelque part, le Canadien était chanceux ou favori, ou les amateurs de hockey de Québec qui aimaient les Nordiques ont toujours eu l'impression que le Canadien était dans une classe à part pour certaines décisions, puis certains avantages, certains privilèges. C'est un sentiment d'injustice, je pense, qui est ancré depuis longtemps. La monarchie montréalaise, pratiquement, qui regarde de haut le petit village, c'est sûr. C'est toujours le complexe du un peu plus petit par rapport au plus gros d'à côté, tu sais. C'est le complexe de Montréal par rapport à Toronto, c'est le complexe de Toronto par rapport à New York. Fait que oui, sans doute qu'on avait ça, puis sans doute que ça existe peut-être encore un peu à Québec. La passe dans le coin droit, c'est Finn qui est là le premier. Oh! Et Finn qui est plaqué solidement par Chelios. Il n'y a pas eu de pénalité là-dessus. Les arbitres étant des êtres humains, même s'ils ne comprenaient pas un maudit mot de français, ils ne savaient pas ce qui se passait dans les séries. Il y avait la mystique, il y avait les bleus poudres avec des fleurs de lys, des séparatistes. Je peux pas leur en vouloir parce que toutes leurs décisions étaient dans leur subconscient. Il y avait quelque chose qui leur traitait dans la tête parce que s'ils avaient arbitré seulement au hockey, il n'y aurait pas eu ces décisions-là. Je pense que les Nordiques se sont laissés déconcentrer par ces histoires-là. Si t'embarques sur la glace, puis dans ta tête, c'est déjà 0-1 parce que les arbitres sont contre toi, puis la Ligue est contre toi, puis tout est contre toi, probablement que ça t'aide pas à obtenir du succès. À l'inverse, le Canadien s'est servi de ça. Bob Gainey me disait, ben si eux pensent ça, c'est un avantage pour nous. Nyland with a slash at the puck and he fanned on it. Anton to Peter, back to Anton. He missed the net short side. Lotte, quick shot, score! Honnêtement, là, je pense que j'avais la game de ma vie parce que j'avais scoré le premier but et j'avais une passe sur le deuxième. Fait que là, c'était 2-2. J'ai sorti tous les moves que je savais, là, tu veux dire, dans cette séquence-là, là, pour aller lancer au but. Il a remis à côté. Côté qui tente de déjouer Ludwig. Joue bien, le tir et le but! Moi, dans ma tête, c'est sûr qu'il venait de scorer, c'est Mike Hoff qui me tombe dans les bras. C'est 3-2 pour les Nordiques avec... Je tourne de bord, je vois mon Fraser qui fait ça. Là, je me dis, calé. Le but ne compte pas puisque la pénalité, semble-t-il, était donnée aux Nordiques. Dans le fond, la séquence, c'est que Paul Gillis rentre en contact avec le gardien de but. C'est de savoir est-ce que le défenseur l'a poussé ou non. Finalement, Kerry Fraser peut avoir la décision de refuser le but. On connaît tout le reste, là, tout ce que ça a pu créer comme commotion. C'est un mauvais call, c'est épouvantable. Je vois encore Fraser à la ligne rouge, qui wavait off. Il était à la ligne rouge. Ça n'avait pas de bon sens. Je regarde la reprise, je peux pas comprendre pourquoi il était pas bon. C'est incroyable, celui-là, il a été refusé. Comme on dit, c'est un no-brainer. C'est clair que le but, Alain, aurait dû compter. Non, le but n'était pas bon. Kerry Fraser a pris la bonne décision. C'est quoi le problème, là? Si on regarde attentivement le but, il y a eu obstruction sur le gardien de but. See the leg go down right there. You'll see that he kicks Hayward's leg away. Dans le temps, j'avais dit que le but était pas bon. Vu que j'étais tapissé, le bleu, le blanc puis le rouge, puis il y en avait partout. Mais aujourd'hui, j'ai regardé à reprise souvent, puis le but, il était bon. À quelque part, c'est dans ces incidents-là que tu retrouvais ton cœur de partisan au-dessus du journalisme. On dit que Kerry Fraser avait une dent contre Bergeron. Bergeron, quelque part, s'est jamais aidé par le personnage qu'il représentait. Il gueulait toujours après eux autres. C'était toujours la faute de l'arbitre. C'est quelqu'un qui, autant animé le show, il faisait vibrer. Mais à un moment donné, c'est comme trop. Fraser avait une décision à prendre, est allé du côté du Canadien de Montréal, et puis ça a été une grande distraction pour nous, là. Mais moi, encore aujourd'hui, je suis capable de donner le crédit au Canadien de Montréal. On connaît leur historique. Dans leur alignement, il y avait beaucoup de joueurs
qui avaient été dans des situations corsées, qui avaient gagné, ils savaient comment gagner. Ils ont trouvé la façon de faire tourner la série de leur côté. Mais était-tu bon? Le but était bon. Tu t'insistes, tu vas avoir la réponse. Le but était bon, mais on peut pas dire que c'est pour ça que le Canadien de Montréal a gagné la série. Mais encore aujourd'hui, il n'y a pas une place que je vois que les gens me demandent pas le but d'un côté, était-tu bon? C'est incroyable. Et tu leur dis oui? Il était bon. Combien de fois faut que je te le dise? Dans le sport, tu as toujours des jeux controversés qui, avec les années, deviennent pratiquement des mythes. Je pense que le but d'Alain Côté fait partie de ça. Le problème des partisans des Nordiques est certainement le problème de Michel Bergeron, c'est souvent, ce type de jeu-là, on laisse passer. Parler de 86 où c'est un rendez-vous raté, mais 87, t'as l'injustice qui se rajoute à ça. Ça fait mal. C'est un but qui fait mal, surtout les plans. Sur le plan sportif, il a fait mal. Mais sur le plan émotionnel, il a fait mal aussi parce que ça a marqué la fin d'un cycle chez les Nordiques de Québec. Il se présente devant Samuelsson. Attend la venue. En 87, on jouait contre les Whalers d'Hartford. Maurice Filion est venu me voir puis il m'a dit « Michel, si on ne gagne pas ce soir, je suis obligé de te congédier. » Je dis « Quoi? » Moi, ça faisait 7 ans que je coachais les Nordiques. On a joué un esprit de match. J'ai dit « Maurice, comment ça marche, là? » Et là, j'ai gagné, je garde ma job. Right? Il dit « Right. » Si je perds le prochain, qu'est-ce qui arrive? Il me regarde, là, il pleure. Il a les yeux pleins d'eau, là. Il dit « Jamais je vais te refaire ça. Jamais je vais te refaire. Je m'en excuse, jamais je vais te refaire ça. » Surprise de taille aujourd'hui à Québec, l'entraîneur des Nordiques, Michel Bergeron, a décidé de se joindre aux Rangers de New York. Quand il m'a échangé à New York, on est revenu à Québec ensemble. Puis Maurice me dit « Je te donne 48 heures pour négocier. Si ça marche pas, il dit « Tu reviens coacher Nordique. » J'appelle Pierre Lacroix. Dans le temps, il était mon conseiller, mon ami. On s'en va à New York ensemble. Pierre Lacroix, il me dit dans l'avion, tu ne coacheras plus jamais Nordique. C'est sûr que Jacques, quand il est arrivé avec le Canadien, il a changé l'atmosphère du vestiaire. Il est arrivé en même temps avec un message très clair dès le début de l'année qu'on était pour surprendre le monde du hockey. Au premier meeting d'équipe, il disait « On va gagner la Coupe Stanley cette année. »